Dans la haute vallée de la Béka, là où l'air se fait plus mince et plus froid, une plaine s'étire, encadrée de montagnes comme une coupe entre deux murailles de pierre. À plus de 1100 mètres d'altitude, le vent balaie les terres rouges, chargées d'odeurs de blé, de poussière, de neige lointaine. Là se dresse Baalbek. À 85 km au nord-est de Beyrouth, les routes anciennes convergent. De la côte, Berytos et Tripolis envoient des caravaniers, des marchands, des soldats. De l'est, Damas ouvre le passage vers l'intérieur syrien. Entre ces mondes, un tel se soulève, un tertre accumulé par les siècles, où les hommes déposent leurs temples, leurs maisons, leurs espoirs, puis les abandonnent à la terre. Sur ce promontoire, le sanctuaire s'élève. Les siècles futurs donneront un autre nom à ce lieu. Site de Baalbek, Héliopolis. Inscrit en 1984 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il devient alors un flambeau de pierre au milieu des nations, un exemple canonique de l'architecture romaine monumentale. Les rapports officiels le proclament. Colonnes géantes, podium vertigineux, équilibre d'ingénierie et de culte. Mais avant les sceaux, avant les classements, avant les mots froids des institutions, il y a le sol, le roc, la main de l'homme. Et le destin qui guette. Car sous les dalles romaines, sous les pavements polis, d'autres pas résonnent. Les fouilles le révèlent, couche après couche. Au début du XXe siècle, l'Allemand Otto Pückstein vient, son carnet à la main, ses yeux plongés dans le sol. Il creuse, note, compare, et la terre répond. Sous les blocs taillés apparaissent des tessons plus anciens, des foyers effacés, des os fragiles. Le néolithique affleure, puis l'âge du bronze. D'autres missions, libanaises et étrangères, reprennent le travail après 1945. Elles dessinent des coupes stratigraphiques, elles mesurent des niveaux, elles assemblent un puzzle dont certaines pièces manquent à jamais. Mais une vérité se dresse déjà. Longtemps avant les colonnades, des hommes vivent ici, pris ici. Le nom lui-même est un vestige. Baalbek, Baal de la vallée. Il évoque un dieu de l'orage, des nuages lourds, des pluies fécondes. Aucun plan complet de sanctuaire n'a résisté au temps, mais les parallèles abondent. D'autres hauteurs, d'autres collines du Levant portent les traces de cultes semblables. Partout, les hommes se tournent vers le ciel et appellent la puissance qui fait naître le blé. Puis viennent ceux qui écrivent en grec et en latin. Ils regardent la ville, l'interrogent, la renomment. Héliopolis, la ville du soleil. Les textes gréco-romains répètent ce titre, comme un refrain nouveau. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, la cite au livre 5. L'itinéraire d'Antonin la marque comme une étape, une station sur les routes militaires et commerciales. Le soleil s'ajoute à la pluie, le dieu lointain au dieu des orages. Les noms se superposent, les cultes se transforment, la pierre demeure. Le destin bascule quand la région tombe dans l'orbite de Rome. La province de Syrie naît au 1er siècle avant notre ère. Avec elle adviennent les ingénieurs, les arpenteurs, les légats porteurs de sceaux. Auguste règne, et dans son ombre, un projet titanesque prend forme. À la fin du 1er siècle avant notre ère, au début du 1er siècle après, des ordres partent, des devis s'écrivent, des carrières s'ouvrent. Un sanctuaire doit se dresser, non plus seulement pour le Baal local, mais pour Jupiter héliopolitain, maître du ciel et des éclairs, fusion de dieux anciens et nouveaux. Le chantier commence. Il dure des générations. Le podium principal s'élève, escaliers, colonnades, cours et terrasses se déploient.
Le temple de Jupiter domine, suivi de ceux de Bacchus et de Vénus. Les pierres se posent, les mortiers sèchent, les sacrifices fument. De loin, la masse du sanctuaire crève la ligne de la plaine comme une montagne fabriquée par la main humaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux aigles romains. Elle bascule encore. L'Empire se christianise. Les Byzantins prennent possession des lieux, et le visage des dieux change une fois de plus. Dans l'enceinte même du temple de Vénus, une basilique chrétienne se lève. Les colonnes païennes se couvrent de croix. Théodore Wigand, autre archéologue allemand, lit ces transformations au début du XXe siècle. Il suit les murs, identifie les absides, voit comment les nouveaux fidèles plient l'ancien sanctuaire à leur liturgie. Puis l'islam arrive, et le choc ne ressemble plus au précédent. Les pierres, désormais, doivent défendre. Le sanctuaire se fortifie. Une citadelle omeyyade se plaque sur les ruines sacrées, réutilise les blocs, détourne les murs. Ayyoubides et Mamelouks poursuivent l'œuvre. Des inscriptions arabes marquent les portes, nomment les gouverneurs, consignent les restaurations. Des archéologues comme Friedrich Raget, épaulés par des équipes libanaises, étudient ces couches guerrières, ces tours ajoutées à des colonnades, ces courtines greffées sur des podiums sacrés. Sous ces strates d'empire, pourtant, quelque chose fascine plus que tout. Non les chapiteaux sculptés, non les frises, mais le soubassement même du temple de Jupiter. Là où, au couchant, le podium s'ancre dans le roc, 3 pierres attendent, immobiles, défi silencieux lancé au siècle. On les appellera le Triliton. 3 blocs intégrés au soubassement ouest, 3 géants. Chacun mesure environ 19 mètres de long. Chacun s'élève sur 3,60 mètres de hauteur. Chacun s'enfonce sur 3,30 mètres de profondeur. Des murs de pierre plus petits, quoique déjà imposants, encadrent ces colosses. Ils reposent à 7, parfois 9 mètres au-dessus du sol actuel, imbriqués dans un appareil millimétré. Les ingénieurs modernes, venus avec leurs calculs, leur densité, leurs formules, estiment leur poids. 750 à 800 tonnes pour chacun d'eux. 3 fois cette masse alignée, jointoyée, nivelée, comme si la montagne elle-même avait accepté de s'agenouiller. D'où viennent ces blocs et comment gagnent-ils cette place? Au sud-ouest du sanctuaire, à 8 ou 900 mètres, un autre théâtre de pierre répond. Là s'ouvre la carrière. Le sol y est entaillé, scarifié par les coups d'outils, les saignées d'extraction. Des rainures courent le long de la roche, des plans de découpe tracent des rectangles géants. Sur ce sol éventré, gît une masse qui dépasse l'entendement. La pierre de la femme enceinte, Hajar el-Ibla. Ce mégalithe, mesuré par plusieurs missions, allonge ses 20,3 mètres dans la poussière. Sa largeur atteint 4,3 mètres. Sa hauteur, 4,5. Les calculs la placent autour de 1000 tonnes. 1000 tonnes posées là, à demi détachées, prêtes à être arrachées au rocher. Sa surface porte les cicatrices de la préparation. Face lissée, angle marqué, zone où les carriers ont entamé la base pour la libérer. Puis, rien. L'extraction n'achève pas sa danse. Le bloc reste cloué à son lit, abandonné, énigme ouverte au soleil. Les siècles passent, et sous ce géant déjà célèbre, un autre dort encore. En 2014, une équipe de l'Institut archéologique allemand, le Deutsches Archäologisches Institut, fouille plus profondément. Sous la masse connue, une autre forme se dessine. Un mégalithe plus vaste encore. 19 mètres 60 de long, 6 mètres de large, 5 mètres 50 de haut. Les ingénieurs s'inclinent devant la balance imaginaire. Environ 1650 tonnes. Un monolithe presque 2 fois plus lourd que la femme enceinte. Les communiqués officiels du DAI le montrent, partiellement enfoui, prisonnier de la roche.
Les clichés révèlent ses arêtes, sa surface préparée, sa naissance interrompue. Partout dans la carrière, les mêmes traces parlent. Rainures rectilignes, zones de séparation, entailles de levier. Les rapports de fouilles les photographient, les dessinent. Les techniques se répètent, qu'il s'agisse de blocs modestes ou de ces monstres minéraux. La tradition est la même, seule l'échelle change. Mais jusqu'où la main humaine peut-elle pousser cette échelle sans la briser? Bien avant que les ingénieurs modernes ne se penchent sur ces chiffres, d'autres regards, plus naïfs peut-être, mais non moins pénétrants, se posent sur les pierres. À la fin du XVIIe siècle, un prêtre anglais, Henri Mondrel, traverse la Syrie. En 1697, il grimpe jusqu'à Baalbek. Il marche entre les colonnes renversées, lève la tête vers les chapiteaux, puis ses yeux tombent sur les blocs gigantesques du podium. Il note, décrit, s'émerveille. Son récit, publié en 1703, porte ces images jusqu'au Salon européen. Un siècle plus tard, un autre voyageur, Volney, parcourt la région. Dans son Voyage en Syrie et en Égypte, paru en 1787, il consigne lui aussi la taille inouïe des blocs. Ces phrases serrent l'étonnement dans le filet des mots. Les lecteurs découvrent, par ses yeux, une architecture dont l'échelle défie les palais familiers de l'Europe. Bientôt, ce ne sont plus seulement des voyageurs, mais des dessinateurs, des architectes. Louis-François Cassas, envoyé dans le cadre de missions françaises de la fin du XVIIIe siècle, pose son chevalet. Il trace les élévations, les plans, les détails. Ces recueils de vues et de plans fixent Baalbek sur le papier. Le Triliton n'est plus un simple sujet de récit. Il devient un objet mesurable, figure précise sur des planches gravées. Au XIXe siècle, les regards se font plus savants, mais l'étonnement persiste. Edward Robinson, bibliste et explorateur américain, parcourt la Terre Sainte dans les années 1830-1840. Devant les soubassements de Baalbek, une hypothèse l'effleure. Et si ces fondations, si massives, précédaient les Romains? Phéniciens, peuple plus ancien, maîtres oubliés, ils ne tranchent pas, mais ouvrent le champ des spéculations. D'autres, comme l'architecte et archéologue Charles-Robert Coquerel, examinent avec soin l'appareil des murs. Ils voient ce que d'autres n'ont pas encore formulé. Une différence nette entre le podium mégalithique et les structures romaines supérieures. Les blocs inférieurs, titaniques, parfaitement jointifs, contrastent avec ceux du dessus, plus modestes, quoique toujours monumentaux. Les questions se nouent. Même chantier? Même époque? Réemploi d'une œuvre plus ancienne? Et ainsi naît, peu à peu, un contraste qui va hanter la littérature. D'un côté, les inscriptions latines, les styles, les colonnes, tout ce qui, sans ambiguïté, rattache les temples de Jupiter, Bacchus et Vénus à la période romaine. Dédicaces à Jupiter héliopolitain, mentions d'empereurs comme Néron ou Antonin le Pieux, parallèles stylistiques avec Palmyre, Gérache, Gérasa. De l'autre, la masse muette des blocs géants, dont la datation précise échappe, glisse entre les doigts des savants. Ce noyau de doute devient un ferment. Les controverses ultérieures y prendront racine. Pourtant, avant que ces débats n'enflamment les écrans et les livres de gare, des institutions patientes tissent un autre récit. Sous le mandat français, entre 1920 et 1943, un service des antiquités se met en place. Il entreprend les premières restaurations systématiques. Dans le bulletin du musée de Beyrouth, des rapports paraissent. Il parle moins de mystère que de consolidation, d'anastylose, de classement de blocs. Après l'indépendance de 1943, une nouvelle instance voit le jour. La Direction générale des antiquités du Liban, la DGA. Elle devient gardienne du site, responsable des fouilles, des restaurations, des autorisations de recherche. Elle veille, attribue des concessions, supervise les chantiers.
Baalbek n'est plus seulement une ruine pittoresque, c'est un dossier, un enjeu national, une pièce maîtresse du patrimoine. Des missions allemandes jouent un rôle important dans cette histoire. Au début du XXe siècle, l'architecte Robert Wilhelm Bunsen et l'archéologue Daniel Kränker étudient les structures romaines. Ils mesurent, dessinent, analysent l'ordonnance des colonnes, des entablements, des escaliers. Ils fixent des bases qui serviront longtemps. À partir des années 1990-2000, le Deutsches Archäologisches Institut revient en force. Il lance des campagnes de documentation architecturale, de relevés minutieux, explore la carrière au sud-ouest. Au fil des décennies, un corpus scientifique se constitue. Rapports, monographies, articles s'empilent dans les bibliothèques. Tout n'est pas résolu, mais quelques piliers s'affermissent. Les temples se voient confirmés comme romains. L'occupation ancienne, elle, ne fait plus de doute, même si son plan demeure flou. Quant au podium mégalithique, il reste un territoire à demi éclairé. Inséré dans un programme romain, oui, mais parcouru de questions sur toutes ses phases. C'est alors qu'un autre fleuve commence à grossir, loin des bibliothèques, dans les étals des librairies et les studios de télévision. À partir du milieu du XXe siècle, Baalbek devient un symbole dans les ouvrages de vulgarisation sur les énigmes archéologiques. Les auteurs, souvent, ne citent pas les travaux académiques. Ils préfèrent le frisson des questions sans réponse aux pesantes colonnes de bibliographie. Dans ses livres et ses documentaires, le site occupe une place de choix parmi les civilisations disparues et les constructions impossibles. Les caméras s'attardent sur le Triliton. Elles caressent les joints serrés, plongent dans les ombres des blocs. Les voix narratrices répètent « 750 tonnes, 800 tonnes. Aucune grue, aucune machine moderne ne pourrait, dit-on, les déplacer ainsi. » Elles soulignent l'absence de rampes évidentes, de dispositifs de levage visibles. Elles comparent avec Assouan, ces obélisques laissés à demi taillés, avec des plateformes hittites ou néo-hittites, avec d'autres mégalithes du Proche-Orient, tissant un réseau d'étonnement à travers le temps. Un contraste nouveau se cristallise. D'un côté, le discours scientifique qui insiste, patiemment, sur les capacités romaines de construction monumentale, grues à tambour, treuils, rampes, systèmes de contrepoids, chaînes d'esclaves et d'ouvriers libres. De l'autre, un récit alternatif, plus séduisant, qui présente Baalbek comme un défi jeté à l'archéologie classique. Les auteurs de ce second courant citent rarement les monographies techniques. Ils préfèrent la fulgurance du « comment est-ce possible ?» à la lente démonstration. Les années passent, et les deux fleuves ne cessent de couler côte à côte, parfois de se heurter. Entre 1950 et 1990, la DGA, appuyée par l'UNESCO après 1984, mène de grandes campagnes de fouilles et de restauration. On stabilise les colonnes du temple de Jupiter, du temple de Bacchus. On dégage des structures secondaires, cours oubliés, escaliers dissimulés sous les gravats, murs de soutènement. Le plan romain se révèle dans toute sa complexité. Le sanctuaire apparaît comme une machine rituelle savamment agencée. Les publications académiques se multiplient. Elles renforcent l'attribution romaine des structures. Des études architecturales détaillent les liens avec d'autres sanctuaires d'Orient. On compare les proportions, les ornements, les systèmes de voûtement. Les inscriptions latines, elles, apportent des noms, des dates, des dédicaces. Néron, Antonin le Pieux, d'autres empereurs y surgissent, associés à Jupiter héliopolitain. Pourtant, même dans ces travaux, le Triliton demeure en partie opaque. Aucune description antique ne détaille la méthode de transport et de mise en place de ces blocs. Les rapports notent que le Triliton s'insère dans un système de murs plus large,
ce qui implique une planification d'ensemble. Mais le geste concret, le moment où le bloc quitte la carrière, où il avance, où il monte, échappe à la plume des anciens. Ce silence devient, pour beaucoup, un vide où se logent les hypothèses les plus diverses. Pendant ce temps, à partir des années 1960, un autre récit enfle dans les librairies. Erich von Däniken publie ses ouvrages. Il parle d'anciens astronautes, de visites venues d'ailleurs, de traces laissées par des maîtres non humains. Baalbek figure souvent dans ses chapitres. L'auteur ne s'appuie pas sur des preuves archéologiques reconnues. Il aligne plutôt des coïncidences, des analogies, des étonnements. La télévision embraye. Dans les années 1970-1990, des séries sur les mystères du passé tournent autour des blocs géants, répètent les masses, soulignent encore l'absence de rampes visibles. Peu à peu, des questions récurrentes s'imposent dans les imaginaires. Comment des blocs de 750 à 800 tonnes auraient-ils pu être extraits, transportés, hissés avec des techniques antiques? Pourquoi certains mégalithes restent-ils inachevés dans la carrière, comme la pierre de la femme enceinte? Existerait-il, pour le podium mégalithique, une phase de construction antérieure aux Romains? La communauté scientifique, souvent, répond peu. Parfois, pourtant, quelques voix se lèvent. Dans des revues de vulgarisation archéologique, en anglais, en français, en arabe, des articles rappellent les capacités techniques romaines. Ils mentionnent Vitruve et son De Architectura, les grues à roues humaines, les treuils, les rampes de terre compactées. Ils comparent avec le transport d'obélisques égyptiens à Rome, comme celui de Latran, environ 455 tonnes, acheminé de Karnak jusqu'au cœur de l'Empire, sous Constantin II et Constance II. Ils citent d'autres blocs massifs, sur d'autres sites, où l'effort humain se déploie à des échelles comparables. Mais l'écart persiste entre ces réponses ponctuelles et la vague populaire des mystères. Alors, les archéologues décident d'aller plus loin, non dans la spéculation, mais dans la pierre même. Le DAI reprend systématiquement l'étude de la carrière à partir des années 1990. Des relevés topographiques précis cartographient la moindre entaille. On suit les canaux de drainage, les rampes d'accès. On lit les traces d'outils comme un texte silencieux. La pierre de la femme enceinte est mesurée de nouveau. Ses dimensions se confirment. Son poids avoisine bien les 1000 tonnes. Les surfaces préparées montrent qu'on a envisagé sa séparation complète. Pourtant, l'extraction n'a pas eu lieu. Les chercheurs avancent une hypothèse. Un défaut dans la roche, une fissure dangereuse, ou bien une évaluation tardive du poids, jugé excessif pour les capacités de transport. Le mégalithe, alors, devient une erreur figée, un calcul revu trop tard, un rêve abandonné. Puis vient la découverte de 2014, le mégalithe de 1650 tonnes. Le DAI et la DGA l'annoncent officiellement. Les plans, les photos déferlent. Là, devant le monde, gît un bloc que personne n'a jamais mis en mouvement. Encore partiellement enfoui, il raconte une intention avortée. L'équipe propose une explication. Préparé pour l'extraction, le bloc aurait été délaissé à cause d'un défaut ou d'une prise de conscience brutale de son poids démesuré. Cette révélation, loin d'apaiser les imaginations, les enflamme. Le grand public y voit la confirmation d'une chose déjà chuchotée. Les bâtisseurs de Baalbek manipulent des masses sans équivalent. Les archéologues, eux, insistent.
Les techniques d'extraction sont identiques à celles des blocs clairement datés de l'époque romaine. La carrière ne change pas de main entre les phases. Elle ne révèle pas de traces d'une technologie étrange, d'outils anachroniques. Tout indique une tradition romaine poussée à son point extrême. Pour comprendre comment ces hommes agissent, les chercheurs convoquent ingénieurs et expérimentateurs. Ils envisagent des rampes de terre ou de pierre, comme ailleurs dans le monde antique. Ils imaginent des traîneaux de bois, des rouleaux, des treuils actionnés par des équipes innombrables. Ils parlent de leviers, de criques en bois, jouant avec la gravité comme avec une force à dompter, couche après couche. Aucun modèle unique ne s'impose. Certains ingénieurs, prudents, notent que déplacer plus de 1000 tonnes sur plusieurs centaines de mètres, avec des moyens strictement attestés, reste difficile à modéliser, surtout sans vestige direct de rampe. D'autres rappellent que ces structures temporaires disparaissent presque toujours, démontées, réutilisées, érodées par les siècles. Des études comparatives viennent nourrir la réflexion. On cite le transport du grand obélisque de Latran. On évoque des murs cyclopéens, des plateformes monumentales, parfois jusqu'en des terres lointaines comme Sacsayhuaman, non pour confondre les cultures, mais pour rappeler que, partout, l'homme antique a parfois défié la masse brute. Sur la datation des soubassements mégalithiques, les lignes de front se dessinent. Dans la littérature académique, la position dominante reste claire. Le podium principal, avec ses mégalithes, appartient à la phase romaine, au vaste programme du temple de Jupiter sous Auguste et ses successeurs. On invoque la continuité architecturale entre le podium et les structures supérieures, l'harmonie du plan général. On rappelle que le sanctuaire forme un tout, une composition pensée d'un seul geste, même si le chantier s'étire sur des décennies. Face à cela, dans des ouvrages non académiques, surgissent des positions minoritaires. Certaines parlent d'une origine phénicienne ou pré-romaine pour les blocs les plus massifs. Elles s'appuient sur la différence d'appareil entre le trilithon et les rangées de blocs supérieurs, y voyant la marque de phase distincte. Mais souvent, ces hypothèses manquent de preuves stratigraphiques publiées. Elles se contentent d'une impression visuelle, d'une intuition, là où la science réclame des coupes, des datations, des séquences. Dans des conférences, des articles, les archéologues répondent. Ils reconnaissent que les Romains réutilisent parfois des structures plus anciennes. Ils disent « Cela arrive ailleurs, pourquoi pas ici ?» Mais ils ajoutent, à Baalbek, aucune couche archéologique n'atteste clairement un podium mégalithique antérieur. La datation ne repose pas sur un seul bloc, fût-il gigantesque, mais sur l'ensemble du complexe, sur la somme des indices, plans, inscriptions, styles, stratigraphie. Les institutions prennent, elles aussi, position. La DGA présente, dans ses brochures, ses panneaux, un récit cohérent. Baalbek, grand sanctuaire romain bâti sur un lieu de culte plus ancien, avec mégalithes extraits et mis en œuvre par des techniques antiques. Elle met en avant les recherches du DAI et d'autres missions comme référence. L'UNESCO, dans ses rapports périodiques, s'inquiète des séismes, des conflits, de l'urbanisation. Elle ne valide aucune hypothèse qui ne s'adosse pas à des données archéologiques. Elle protège la pierre, non les fictions. Dans les colloques, des chercheurs libanais, allemands, français et d'autres nations se réunissent. Ils discutent techniques de construction, chronologie fine, fonctions religieuses et politiques. Des ouvrages collectifs sur l'architecture romaine du Proche-Orient intègrent Baalbek comme cas majeur. Les questions demeurent, mais elles se posent dans un cadre rigoureux. Au terme de ces décennies d'études, une reconstitution chronologique s'impose. Les fouilles stratigraphiques ont montré l'occupation néolithique et de l'âge du bronze. Un lieu de peuplement, sans doute déjà un lieu de culte, s'installe sur le tel. Le nom Baalbek suggère la présence de Baal, mais aucun plan précis n'émerge des ruines, seulement des échos. La fin du 1er siècle avant notre ère et le règne d'Auguste marquent un tournant. Le programme romain se déploie.
Podium principal, colonnade, escaliers monumentaux, temples de Jupiter, Bacchus, Vénus s'élèvent au fil des 1er, 2e, 3e siècles après Jésus-Christ. Les blocs du Triliton prennent alors place dans le soubassement ouest du podium de Jupiter, intégré à ce projet. Plus tard, les Byzantins transforment le sanctuaire. Une basilique surgit, d'autres espaces se réaffectent. Puis les périodes omeyyades, ayyoubides, mamelouks fortifient les lieux. Les blocs antiques servent de carrière, de rempart. Certains murs se brouillent, leurs phases se superposent. À partir du XVIIe siècle, les voyageurs européens redécouvrent Baalbek. Mondrel, Volney, Cassas le décrivent, le dessinent. Au XIXe et XXe siècle, les relevés architecturaux et les fouilles confirment. Les temples sont romains, des phases plus anciennes existent mais restent partiellement voilées. À la fin du XXe siècle, le DAI et la DGA se penchent sur la carrière. En 1214, le mégalithe de 1650 tonnes rejoint le cortège des géants de pierre. Devant ces données, plusieurs faits se dressent comme des colonnes indiscutables. Les blocs de 750 à 800 tonnes du Triliton existent, mesurés, étudiés. La pierre de la femme enceinte et le mégalithe découvert en 2014, d'environ 1000 et 1650 tonnes, gisent dans la carrière, relevés, photographiés, décrits. Les techniques d'extraction visibles, rainures, surface préparée, traces d'outils, sont comparables pour les blocs de toute taille, signe d'une même tradition technique. Nulle part n'apparaît la moindre preuve archéologique d'une technologie inconnue ou d'une intervention non humaine. Aucune machine anachronique, aucun alliage étranger, aucun débris de moteur oublié n'a surgi du sol. D'autres points demeurent en suspens, non par mysticisme, mais par prudence. Les méthodes exactes de transport et de levage des blocs les plus lourds restent hypothétiques. Plusieurs modèles coexistent, aucun dispositif n'a été retrouvé in situ. La datation précise de chaque phase du podium mégalithique continue de susciter des discussions raisonnables. L'ensemble est attribué à l'époque romaine, mais l'éventualité de remaniement, de réutilisation ponctuelle, ne peut être exclue, comme sur bien d'autres sites. Quant aux raisons de l'abandon des plus grands blocs en carrière, les hypothèses abondent, défaut de roche, changement de plan, poids jugé excessif, sans que les textes anciens n'apportent de confirmation. Dans ce paysage, il faut tracer une ligne nette entre débat scientifique et spéculation. À l'intérieur de la recherche, les archéologues discutent de chronologie fine, de liens entre phases de chantier et règnes impériaux, de techniques de taille, d'ateliers, de fonctions religieuses. Leurs controverses sont nourries de données, de plans, de coupes, de mesures. À l'extérieur, un autre type de controverse grouille. Baalbek y apparaît comme inexplicable par les techniques antiques. Les anciens astronautes et les civilisations disparues technologiquement avancées occupent les pages. Aucune de ces hypothèses ne repose sur des découvertes publiées dans des revues scientifiques, ni validées par la DGA ou l'UNESCO. Elle s'appuie sur des éléments isolés, poids des blocs, absence de rampes conservées, sans mentionner les comparaisons antiques, ni les modèles d'ingénierie proposés. Aujourd'hui, les principales institutions maintiennent leur cap. La DGA continue de présenter Baalbek comme un complexe romain majeur, bâti sur un lieu de culte plus ancien, avec des mégalithes extraits et mis en œuvre par des techniques antiques. Elle poursuit les programmes de conservation, souvent en coopération avec UNESCO et des missions étrangères. Le DAI et d'autres équipes de recherche approfondissent l'étude des carrières, des techniques, ayant recours aux relevés 3D, aux analyses géologiques. Ils publient régulièrement leurs résultats, alimentant un corpus accessible, vérifiable. L'UNESCO maintient le classement du site comme patrimoine mondial, insistante sur la protection et la gestion, silencieuse sur les théories sans fondement. Les controverses, pourtant, ne sont pas sans effet. Dans les laboratoires,
Elle stimule de nouvelles études. Modélisation numérique, analyse de contraintes mécaniques, expérimentation grandeur nature tente de tester les hypothèses de transport et de levage. Un intérêt accru se porte sur les carrières antiques, sur toute la chaîne opératoire de l'architecture romaine, de l'extraction à la mise en œuvre. Dans les circuits touristiques, Baalbek brille désormais comme un sommet. Les guides parlent des blocs géants, de la monumentalité. Ils se heurtent aux questions des visiteurs nourris de documentaires sensationnalistes et doivent, eux aussi, naviguer entre fascination et précision. La perception publique de l'archéologie se joue là. Baalbek révèle le décalage entre la prudence des chercheurs et l'attrait des récits extraordinaires. Mais il offre aussi une occasion. Celle de dire « Voici ce que nous savons, voici ce que nous débattons, voici ce qui relève de l'imaginaire ». D'utiliser ce site comme une école de pensée critique.